Bonjour à tous, merci d'être venus à ma présentation sur React. Donc je me présente, je m'appelle Mathieu Ancelin, je suis développeur chez Serly. Donc tous les jours dans la vie je fais du Scala, du Java, beaucoup de JavaScript dernièrement, donc du web. Et puis je participe à quelques projets open source, notamment Reactive Coachbase. Donc c'est un driver écrit en Scala pour accéder à Coachbase en utilisant le paradigme de programmation réactif. Je fais également partie du Potouchar and Jug, le Potouchar and Jug qui fait le Jug Summer Camp, donc à La Rochelle. Et puis vous pouvez me suivre sur Twitter si vous avez envie de lire toutes mes bêtises. Juste un petit mot sur Serly, donc c'est la boîte où je travaille. On est basé à Poitiers, à côté du Futuroscope. Et une des particularités de Serly, c'est qu'on contribue pas mal sur des projets open source tels que Glassfish, Célon, Weld à l'époque, etc., etc. Donc aujourd'hui, on va parler de React. Donc déjà, dans la salle, qui c'est qui a déjà entendu parler de React? J'imagine que vous êtes là, c'est pas forcément innocent. Qui c'est qui a déjà codé 2-3 trucs en React, histoire de voir ce que ça donne? Et qui a été plus loin que le Hello World, on va dire? Ok, d'accord. Donc tout de suite, il y en a beaucoup. Donc en fait, cette présentation, c'est plus une introduction à React. Donc ceux qui connaissent bien React, ils s'en mettront peut-être un petit peu, et sinon les autres, ça devrait être pas trop mal. Donc alors React, c'est quoi? React, c'est une librairie JavaScript qui a été créée par Facebook pour créer des interfaces graphiques. Donc en gros, ça rend des vues, ça répond à des événements, genre un clic, un touch, un input clavier, mais ça ne fait rien de plus. C'est le V de MVC. Donc c'est pas un truc full stack comme le serait Angular, comme le serait Ember ou autre. On fait juste des vues et on capte des événements utilisateurs. Donc la librairie a été créée en 2011 et elle a été open sourcée en 2013. C'est utilisé en interne chez Facebook. Alors déjà pour l'application Facebook et pour toutes les applications satellites qu'ils utilisent en interne pour gérer les pubs, pour un peu tout. Donc typiquement sur l'application Facebook, sur le mur, il y a plein de petits composants qui sont écrits en React. Si on regarde ça avec les DevTools de React, on voit qu'il y a je ne sais pas combien d'instances de composants. À côté de ça, il y a l'application web Instagram qui, elle, est entièrement faite en React. Et donc il faut savoir, c'est un truc qu'on a su il y a peu, que chez Facebook, il y a 15 000 composants React qui sont en production actuellement. Donc je pense que le truc est plus ou moins battle-testé. Au niveau des utilisateurs hors Instagram et Facebook, donc on a un petit peu tout le monde, en fait, tous les gros acteurs utilisent plus ou moins React dans quelques applications. Donc du coup, la blague des gens de chez React, c'est de dire mais qui n'utilise pas React en fait? Donc j'espère que ça deviendra vrai. Sinon, on a typiquement Netflix, eux ils font tout avec React, toute la nouvelle version du site. Peut-être même l'application que vous avez sur votre télé, elle est faite en React, donc c'est plutôt bien. Les applis iOS et autres, ça reste du web derrière, et c'est du React. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et puis, il y en a d'autres, il y a Airbnb, chez Yahoo, ils en font, chez Coursera et Khan Academy, ils ont même open sourcé quelques composants, etc., etc. Donc il y a vraiment énormément de gens qui utilisent React, et c'est pas forcément pour rien. Alors, dans React, il y a quelques concepts de base à savoir. Il y en a très peu. Donc le premier, c'est que React, c'est un framework qui vous permet d'exprimer à quoi doit ressembler votre vue. C'est déclaratif. En fait, un composant React, il prend des données en entrée, c'est son état, et il va sortir une vue complète du composant. Donc le composant déclare à quoi il doit ressembler. Donc ça, c'est pas mal, parce qu'en fait, ce que ça veut dire, c'est que conceptuellement, un composant, c'est comme une fonction. Il prend quelque chose en entrée, il sort une vue. Et donc, quand les données en entrée du composant changent, on régénère toute une vue, et derrière, React se débrouille à faire ce qu'il faut pour changer ce qu'il y a dans le DOM de votre navigateur. Du coup, c'est plutôt sympa pour le développeur, puisqu'il n'y a pas à changer, alors là, il n'y a pas à réfléchir à, alors là, je viens de changer telle partie de mon modèle, donc il faut que ça change la couleur de telle partie. Non, on rend toute la vue de l'application, et derrière, React va se débrouiller à changer dans le DOM que ce qui a réellement changé. Donc imaginons, on a un composant, c'est un bouton pour mettre en favori. Donc on peut faire du toggle, c'est-à-dire passer de favori à non favori, et de non favori à favori. Donc si on doit coder un truc comme ça en code impératif,
et si on veut le coder bien, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va éviter de toucher au DOM s'il n'y a pas besoin de toucher au DOM. Donc c'est-à-dire qu'on va regarder s'il y a un favori. Si oui, on va regarder si sur l'écran il n'y a pas déjà l'étoile grise qui est affichée, parce que si c'est le cas, il y a besoin de rien faire. Si ce n'est pas le cas, par contre, on enlève l'étoile vide et on remet l'étoile grise à la place. Et on fait le contraire s'il n'y a pas de favori. Et du coup, ça c'est du code qui est bien, parce qu'on ne va jamais toucher au DOM s'il n'y a pas besoin d'y toucher. Comme vous le savez tous, toucher au DOM c'est lent. Faire muter le DOM c'est toujours très lent. Donc si on peut éviter de le faire, vaut mieux éviter. Sauf qu'écrire du code comme ça, c'est juste horrible. En fait, on dit, c'est too much, quoi. On a trop de choses à dire. Si on fait une énorme application comme ça, alors elle sera peut-être performante, mais derrière, là, la galère. Donc en fait, React, lui, il va plutôt dire, on va regarder dans le state si on a un favori, dans l'état du composant, et si oui, on va dire, moi, la vue que je rends, c'est une étoile qui est vide, une étoile blanche, ou grise, et le contraire, s'il n'y a pas de favori. Donc en React, on écrirait plutôt les choses comme ça, mais on va voir ça tout de suite. Donc imaginons maintenant qu'on ait un composant un peu plus compliqué. Donc à chaque fois qu'on va cliquer sur le favori, on va avoir le compteur qui va s'incrémenter et le texte qui va changer de couleur. Donc là, en fait, tout ça pour vous dire que React, finalement, même si on lui demande de régénérer une vue à chaque mise à jour de données, il va être un tout petit peu plus malin que ça et il va utiliser ce qu'on appelle un virtual DOM. Donc en fait, pour chaque vue rendue, React, avant d'impacter le DOM, va calculer la vue sous forme d'un modèle en mémoire. Et une fois que la vue change, il va calculer la nouvelle vue et il va faire un diff entre ces deux vues pour savoir quelle est la liste de changements minimales à faire pour passer d'une vue à l'autre. Et une fois qu'il a calculé ça, il va impacter les petits changements dans le DOM en batch. Ce qui veut dire que pour notre composant ici, donc on a une div qui est une div qui contient tout le composant, on a une image qui contient l'étoile, on a un span qui contient le texte, qui est une classe qui dit que le texte est normal, et on a un text node qui a donc le nombre de favoris. Et en fait, React, quand on passe d'une vue à l'autre, donc de la white star à la gray star, mais globalement, ce qu'il va faire, il va calculer le diff et il va dire, ok, les seules choses qui ont changé, c'est la source de l'image. Donc on passe de white.png à gray.png, donc on fait juste un set attribute. Le span, pareil, on change juste la classe. Et au niveau du text node, on va juste détruire l'ancien text node, créer un nouveau text node et le rattacher à la span. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que finalement, on n'a pas recréé les 4 nœuds, on a juste modifié 2 nœuds et recréé un nœud. Donc d'un point de vue performance, c'est bien. Donc ce que ça veut dire, c'est que React, on va déclarer à quoi doit ressembler notre UI, et derrière, lui, il va faire le code chiant qu'on a vu tout à l'heure à notre place. Et ça, c'est plutôt pas mal. Oui ? Comment ça ? J'ai pas bien compris le mot. Alors derrière, c'est du web, hein, donc c'est à toi de faire ton CSS ou ton style pour que ça soit responsive ou pas. Hein. Si tu fais un composant qui fait 18 pixels de large, il fera toujours 18 pixels de large. Par contre, si tu fais qui fait du 100% ou quelque chose comme ça, il va s'adapter. Donc, juste pour vous montrer ça, j'ai un petit projet que je maintiens sur GitHub. C'est une sorte d'application qui montre un ensemble de librairies JavaScript qui implémentent la même application pour voir quelle est la vitesse à laquelle chaque framework est capable de repeindre, enfin de changer le DOM. Donc on va voir un petit peu quoi ça ressemble. Typiquement, on va utiliser l'exemple avec Angular. Donc voilà, c'est une fausse application de monitoring de base de données. Donc faut pas chercher à comprendre à quoi ça sert. Il y a juste plein de données à afficher et elles changent tout le temps. Donc on peut baisser la fréquence. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est... Voilà, dans Chrome, on peut cocher une option ici pour montrer ce qui est repeint par le navigateur. Et là, on voit que Angular repeint tout, à chaque fois. Le gros carré vert, c'est ce qui est repeint. Donc, OK, pourquoi pas. Maintenant, on va voir ce que ça donne avec React. Et voilà, donc avec React, on voit bien que lui va juste changer ce qui a besoin d'être changé. Donc ça veut dire qu'il va toucher le DOM le moins possible. Et ça, c'est bien parce que ça veut dire que sans que vous ayez à vous en faire, React va être performant par défaut. Et ça, c'est plutôt cool. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça plutôt cool.
OK pour ça. Ensuite, le deuxième principe de base de React, c'est que React utilise une approche orientée composants. Le modèle de programmation, c'est des composants. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir des sortes de templates ou des choses comme ça, on va avoir des petites briques hautement cohésives qui savent faire une chose et qui le font bien, ce qui est plutôt bien déjà d'un point de vue psychologique pour le développeur, on n'a pas trop à se prendre la tête. Et toutes ces petites briques, on va les assembler entre elles pour fabriquer des plus gros composants qui eux-mêmes peuvent être assemblés ensemble pour faire de plus gros composants, etc. etc. Donc on va voir à quoi ressemble un composant. Donc un composant React, ça ressemble à ça. Donc typiquement ici, j'ai un create class. Donc ça, c'est la façon qu'a React pour fabriquer une classe de composants. Et cette classe, elle a une méthode render qui retourne un bout de quelque chose qui ressemble à du HTML. Peut-être que je coupe le... Donc ça, c'est un composant React. Est-ce que tout le monde voit bien le code là? C'est assez gros pour tout le monde? Ouais, pas de problème. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de créer un autre composant, un composant qui va afficher la même chose. Donc on va avoir notre composant React ici. Hop, on enlève ce morceau de code, on le recolle ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'utiliser ici. Donc en fait, ça, c'est la composition de composants. On a un composant qu'on crée ici, et pour l'utiliser depuis un autre composant, on a juste à faire une balise qui a le même nom que la variable qu'on a, enfin la constante qu'on a définie ici. Et hop, on a notre composant qui est utilisé comme ça. Donc juste pour vous montrer que ça marche, si je fais un hello Bordeaux, voilà, j'ai mon composant qui se met à jour. Donc ça, c'est le rendu du composant. Donc maintenant, imaginons que je veuille plusieurs instances du même composant. Donc là, par exemple, j'en mets deux. Et bien, normalement, je devrais avoir voilà, deux composants, deux instances du même composant qui s'affichent. Donc voilà, c'est la façon de faire de React pour composer les différents petits composants en de plus gros composants. Donc imaginons par exemple, je vais vous montrer maintenant comment on va faire des variables dans le JSX. Donc ça s'appelle JSX, cette syntaxe. Donc là, tout ce que je vais mettre entre curly braces, ça va être une expression JavaScript. Donc imaginons que je veuille afficher la date courante en millisecondes. Donc là, voilà, j'ai le truc qui s'affiche comme il faut. Et imaginons que je veuille remettre à jour ce truc-là en cliquant sur chaque composant. Donc là, je rajoute juste un handler d'événements sur le nœud. Donc vous inquiétez pas, ce n'est pas un on-click tel qu'on le ferait en HTML. C'est un truc beaucoup plus malin que ça, mais on a l'impression que c'est comme ça. Et donc ici, on va juste mettre donc une lambda, on va dire this.forceUpdate. Donc je refresh. Et normalement, voilà, quand je clique sur mon composant, j'ai bien mon composant qui se met à jour. Donc on peut enlever ça pour que ce soit un peu plus lisible. Et voilà, j'ai donc mon composant qui fonctionne bien. Donc là, a priori, j'en ai vu deux ou trois qu'on vomit au fond de la salle parce qu'on utilise la syntaxe JSX, donc ce pseudo-HTML dans le code. Alors ça, c'est quelque chose qui fait peur aux gens habituellement, ce que je peux comprendre. Moi aussi, au début, c'était quelque chose qui ne me plaisait pas des masses, surtout parce que je n'ai pas bien compris comment ça fonctionnait. Et en fait, c'est assez pratique. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, vos fichiers avec du JSX, ils vont être préprocessés. Et finalement, ce qui va sortir de tout ça, c'est que chaque balise ici va être remplacée par un React create element avec une div avec, par exemple, la classe. Alors non, classe, c'est un mauvais exemple, mais un onClick qui est une fonction blablabla, et qui va ici avoir un tableau de tous les enfants qu'on va donner, donc potentiellement un autre React.createElement, etc., avec par exemple un li, rien du tout, et puis un autre React.createElement. Donc ça, c'est finalement le code qui est exécuté dans votre navigateur, c'est ça. Donc c'est juste un DSL en JavaScript pour décrire une structure arborescente. Sauf que c'est un peu compliqué à écrire, un peu long, et du coup, l'écrire comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Surtout, on peut faire des copier-coller depuis du HTML dans le code, etc. Donc c'est assez pratique à utiliser. Donc ensuite, il y a des gens que ça gêne de mettre le JSX au même endroit que le code du composant. Donc ça, on va dire que c'est une sorte de tradition qui veut qu'il faut séparer les templates de la logique de rendu, etc. Sauf que ça, moi je trouve que c'est un peu un argument pipeau parce que finalement,
Si l'idée c'est de dire on veut pas de la cohésion, on veut pas de couplage, enfin on veut pas de couplage entre les deux, finalement en fait c'est faux. On est couplé parce qu'on appelle les méthodes qui sont dans notre modèle ou dans notre contrôleur, on appelle les arguments du view model, enfin on est forcément couplé entre la logique de rendu et le markup. Donc du coup, tout mettre au même endroit, c'est pas forcément déconnant et surtout c'est très pratique. On a vraiment la vue du composant sous les yeux avec le code juste à côté et ça c'est plutôt très sympa au quotidien. Un autre truc, c'est qu'en plus, au niveau des systèmes de templating, il y en a des dizaines de milliers, de millions, de tout ce que vous voulez. Il faut les apprendre. Des fois, il y en a qui sont bien gratinés. Donc, finalement, faire les choses comme ça. Au final, JSX, c'est du pur JavaScript. Donc, si vous voulez faire évaluer une expression JavaScript avec une petite librairie à vous, il n'y a pas de problème. En fait, avec React, vous avez juste à connaître JavaScript et il n'y a pas de problème. Donc si votre but c'est de ne pas trop bien connaître JavaScript, React c'est pas vraiment fait pour vous. Donc je vous parlais en React que tout est composant, et en fait ce qui est rigolo c'est que ma présentation ici, c'est une application React. Donc j'ai utilisé une librairie qui s'appelle Spectacle qui permet de faire des slides en React. Et notamment ici, on voit que j'ai la slide courante qui est ici. Donc j'ai un composant de type slide avec deux headers, un layout, un éditeur qui contient c'est cet éditeur-là. Et donc potentiellement, je peux faire des choses comme ça. Et puis pourquoi pas, je pourrais aller beaucoup plus loin et je peux changer je peux mettre autre chose à la place. Donc je code du React dans slide sur React avec React. Et je rajoute un React juste histoire de faire bien. Et donc voilà, donc, ce qui est intéressant dans ce truc-là, c'est que mes slides, c'est des composants orientés slide, et dedans, je vais coller des composants qui n'ont rien à voir, donc typiquement l'éditeur de fichiers, ou alors des composants genre le Hello World qu'on a vu. Donc on peut vraiment composer les composants de la manière qu'on veut. React n'a pas du tout de problème avec ça, et c'est fait pour ça en fait. Donc maintenant, on va voir comment alimenter nos composants avec des données. Donc la première manière de faire ça, c'est en utilisant les props, les propriétés. Donc en fait, les propriétés, c'est des valeurs qui sont définies à la création d'une instance de composants et qui sont idéalement immutables. En fait, dans la dernière version de React qui est sortie la semaine dernière, c'est immutable. Donc les propriétés, c'est un petit peu comme les paramètres que vous allez passer à une balise HTML. C'est exactement la même chose, sauf que vous pouvez les utiliser sur vos propres composants. Donc, pour faciliter la réutilisation, les propriétés fournissent deux systèmes. Donc, on peut avoir des valeurs par défaut sur les propriétés, ce qui est plutôt bien si quelqu'un oublie de passer une valeur ou s'il n'y en a pas forcément besoin. Et ensuite, ces propriétés peuvent être validées. Donc là encore, on va pouvoir s'assurer qu'on a bien passé le bon type ou le bon format ou ce que vous voulez. Donc, à quoi ça ressemble ces props ? Donc on va repartir ici, on va refaire un Hello World comme j'ai fait tout à l'heure, sauf qu'on va essayer de le rendre un tout petit peu plus intelligent, on va lui faire en sorte qu'il puisse dire bonjour à quelqu'un en particulier. Donc je remets mon composant ici, et donc ce que je vais dire ici, je vais aller chercher dans les props une valeur qui va s'appeler who. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner une valeur par défaut aux props, pour faire un hello quelque chose si on ne fournit pas de propriété. Donc ici on met who, on met Bordeaux par exemple. Hop. Donc là, si je refresh, je vais avoir un hello Bordeaux qui s'affiche. Et après, si je veux alimenter la props, je mets juste ici who égale à Mathieu par exemple. Et du coup, mon composant s'adapte et prend la vraie valeur de la props qui est passée en paramètre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les props, il y a une propriété qui est un petit peu particulière par rapport aux autres. C'est la propriété qui s'appelle children. Et la propriété qui s'appelle children, comment on va l'alimenter ? Tout simplement, au lieu de faire une balise auto-fermante, on fait une balise qui s'ouvre et qui se ferme, et à l'intérieur, on met des enfants. Donc, par exemple, je vais mettre les langages que j'aime bien utiliser. Hop. Et du coup, je vais avoir mes enfants qui vont s'afficher dans mon composant. Donc ça, c'est vraiment top pour faire de la composition, quand on fait de la librairie ou des choses comme ça. C'est le genre de truc qui est très sympa à utiliser. Votre composant qui englobe, il n'a même pas besoin de sortir quelque chose dans le DOM. Il peut juste setter des propriétés ou rajouter quelque chose. Et du coup, c'est très très pratique à utiliser. Ensuite,
en données qu'on va passer ou qu'on va avoir pour le composant, on a le state. Donc le state, c'est l'état interne d'un composant, c'est les données en entrée quelque part. Donc c'est quelque chose qui est mutable, mais qui n'est censé être muté ou accédé que par le composant lui-même. Sinon, ça pourrait un peu pas être top d'un point de vue encapsulation. Donc chaque fois qu'on va muter cet état, ça va déclencher une mise à jour de la vue qui potentiellement sera impactée dans le DOM. Donc il y a le support de binding bidirectionnel comme dans Angular ou autre, mais c'est quelque chose qui n'est pas vraiment encouragé par les gens de React, puisqu'il part du principe qu'il vaut mieux bien maîtriser son code et savoir exactement ce qui se passe dans une application ou dans un composant. Donc on va voir comment fonctionne le state. Donc on va essayer de faire une sorte de composant qui va être un bouton +1 comme sur Google+, par exemple. Donc je récupère ici mon markup. Super. OK. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, OK, je veux afficher le nombre de likes que j'ai eu pour mon truc. Donc je vais aller choper ça dans le state. Sauf qu'il va falloir donner une valeur par défaut à ce truc-là. Donc on a une méthode getInitialState qui permet de retourner une valeur par défaut, enfin des valeurs par défaut en fait. Et donc likes, on va le mettre à 0 par défaut. Donc là, si je fais ça, je vais avoir un likes à 0. OK, et ce qu'on va faire, on va juste rajouter un bouton. Et sur ce bouton, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler une méthode qui va changer l'état du composant. Donc on va faire une fonction qui s'appelle like, qui va faire donc un setState. Donc c'est ça la mutation du state. Et donc on va dire que likes est égal à this.state.likes plus 1. Et donc on n'a plus qu'à remettre un petit handler ici. On met juste this.like. Et normalement, notre composant, voilà, un super beau bouton qui permet d'incrémenter. Donc en fait, ce bouton, il est horrible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un peu de style. Donc là, si on regarde dans mon code, j'ai un objet style qui contient d'autres objets qui ressemblent un petit peu à du CSS. Et j'ai un truc qui s'appelle button ici. Donc je vais utiliser ça. Je vais faire style.button. Et là, mon bouton devrait être beaucoup plus beau s'il a envie. Je me suis planté quelque part? Non, c'est juste qu'il était un peu long. Donc voilà, j'ai mon bouton qui est un petit peu plus joli. Donc il y a une troisième façon de passer des données à un composant, c'est le contexte. Donc c'est quelque chose, c'était une feature expérimentale non documentée dans les anciennes versions de React. Elle vient juste d'être documentée la semaine dernière avec la 0.14. Donc l'idée ici, c'est de définir un contexte de données qui va être passé d'un composant parent à tous ses enfants. Donc ça, c'est assez pratique aussi quand on fait de la lib ou du framework. Par contre, c'est quelque chose qui est expérimental et qui est sujet à des changements dans l'API. Donc pour l'instant, il faut faire un petit peu attention. Il faut être prêt à réécrire du code au besoin. Ensuite, chaque composant a un cycle de vie. Donc ça veut dire que pour chaque composant, on va pouvoir définir des fonctions qui vont être appelées avant et après que le composant soit monté dans le DOM, quand le composant va recevoir de nouvelles propriétés, avant et après que le composant soit mis à jour, c'est-à-dire d'un point de vue mise à jour dans le DOM, et avant que le composant soit démonté du DOM. Il y a une dernière fonction qui est assez intéressante, c'est le shouldUpdateComponent. Donc cette fonction, elle sert à quoi? C'est une fonction qui par défaut renvoie true. Et en fait, si vous la redéfinissez et que pour une raison ou pour une autre, vous renvoyez false, cette fonction, elle va dire en fait à React, quand il va faire son diff entre deux vues, ça lui dit tu ne me prends pas en compte dans ton algorithme de diff. Et alors ça, d'un point de vue performance, si vous êtes sûr que le composant il n'a pas eu besoin de se mettre à jour, d'un point de vue performance, c'est juste génial, vous gagnez vraiment énormément là-dessus. Donc, on va faire un petit exemple d'utilisation du cycle de vie. Ici, j'ai un composant qui s'appelle hello. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire afficher un truc depuis son state. Donc, ça va être une value, par exemple. Donc, on va lui donner une valeur par défaut. Donc, on va mettre une valeur bidon. Et puis, ce qu'on va dire, donc je peux sauvegarder, ce qu'on va dire, c'est que
sur la phase de montage du composant dans le DOM, ce que je vais faire un set timeout qui, au bout de 2 secondes, va changer la valeur de value. Hop. Donc ça ne devrait pas être mal, je ne me suis pas planté. Donc si je sauvegarde, donc j'ai mon truc qui est tout le temps à tirer et qui d'un coup devient la valeur qu'on veut. Donc juste pour vous montrer, si je change ça, on passe donc de tirer à la valeur. Donc c'est-à-dire que notre composant, dès qu'il est monté dans le DOM, il lance ce truc-là et il va pouvoir remuter le state ou faire ce que vous avez envie. Donc typiquement, vous pouvez ici faire un appel Ajax ou ce que vous voulez et dès que les données sont là, on mute le DOM pour afficher les nouvelles données. Je vous ai dit tout à l'heure que les propriétés d'un composant pouvaient être validées, donc dans un souci de réutilisation. Donc vous avez juste à définir un champ PropTypes sur votre composant, à donner la liste de propriétés que vous voulez valider, à donner un type avec lequel vous voulez valider la propriété. Donc ça peut être aussi une fonction custom, mais de base, il y en a pas mal qui sont fournis. Donc un booléen, une fonction, un composant React, ce que vous voulez. Donc ça veut dire qu'un paramètre est optionnel. Donc vous aurez juste un petit message de warning dans la console. Et si par contre vous rajoutez un isRequired dessus, dans ce cas-là, le composant ne sera même pas affiché par React. Il vous mettra un gros message d'erreur dans la console en vous disant là, je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Dans React, il y a beaucoup de messages dans la console DevTools qui vous donnent des indications sur ce qui ne va pas dans votre application, sur comment vous auriez dû faire quelque chose, etc. etc. Et ça, c'est un vrai bonheur au quotidien. Dans React, il y a aussi une notion de mixin, donc c'est pour faire de l'héritage multiple, plus ou moins. Donc un mixin, c'est juste un objet qui va pouvoir définir, alors, par exemple, des méthodes de cycle de vie. Ici, j'en ai 2. Et d'autres méthodes qui vont vous servir dans votre objet. Donc imaginons que ici j'ai un mixin qui permet de faire des set intervalles. Donc le problème d'un set intervalle, c'est quand le composant n'est plus un fichier, il faut annuler l'intervalle pour pas qu'il continue à tourner dans le navigateur. Donc en fait, c'est ce à quoi sert ce composant. À chaque fois que le composant va être enlevé du DOM, on va mapper tous les intervalles qu'on a mis en mémoire et on va appeler la méthode clearInterval pour annuler l'intervalle, comme un timeout, sur l'action qui a été enregistrée. Et donc pour utiliser ce truc-là, c'est très simple, on a juste dans le composant à rajouter un champ mixins, donc c'est un tableau, on peut en mettre plusieurs, et on rajoute le mixin qu'on a envie d'utiliser, et on peut rajouter comme ça plein de comportements sur des composants de manière très simple. Ensuite, React est très adapté pour faire des applications universelles. Donc les applications universelles, c'est le nouveau nom qu'on donne aux applications isomorphiques. C'est plus très hype de dire application isomorphique, donc maintenant il faut dire application universelle. Donc en gros, pourquoi c'est sympa de faire pourquoi c'est bien fait pour faire ça? C'est parce que finalement, React, comme il travaille avec un virtual DOM, potentiellement, il n'a pas besoin d'être dans un navigateur pour tourner. Donc ce qui veut dire qu'il est possible de faire tourner du React dans un serveur Node.js, dans un processus Java avec Najorn ou un truc comme ça. Et du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est grâce à React, c'est prendre une application React et générer du HTML statique avec, qui sera rendu dans la page que vous allez envoyer à votre navigateur. Ce qui fait que le temps que le JavaScript se charge côté navigateur, vous avez quand même un rendu de votre application qui est déjà présent. Et une fois que le JavaScript a été chargé côté navigateur, il reprend le pas sur ce qui a été généré côté serveur. Et du coup, vous n'avez pas un spinner qui dit « je suis en train de charger ». Donc ça, c'est plutôt cool. Ça règle aussi les problèmes d'indexation Google ou de choses comme ça. C'est que vous n'avez pas besoin d'être dans un navigateur pour afficher votre application. Vous pouvez générer votre application côté serveur. Et ça, c'est plutôt intéressant. Une autre chose, la gestion des web componentes. Donc malheureusement, pour le moment, React n'est pas capable d'exposer un de ses composants en tant que web component, ce qui est dommage puisque finalement, la philosophie peut être vue un peu de la même façon. Par contre, on peut utiliser des web components dans un composant React. Par contre, pour ce qui est de l'exposition, il y a des librairies qui existent déjà, qui font juste un petit wrapping entre l'API de web component standard et l'API React. Donc j'en ai un qui est sur mon GitHub si ça vous intéresse. Et ça marche plutôt très bien. Donc c'est le genre de truc, en plus, ça peut vraiment améliorer l'expérience utilisateur. Si vous voulez mettre à disposition des composants pour des intégrateurs tiers, ça peut être une bonne façon de faire. Ensuite, s'il y en a parmi vous qui aiment faire des tests, alors je sais que personne n'aime faire des tests, mais des fois, il faut en faire. Donc si vous voulez tester vos composants React,
Alors de base, Facebook a son propre framework qui s'appelle Jest pour faire des tests. Enfin, moi, j'ai jamais utilisé, mais il paraît que c'est un petit peu lent. Donc, vous inquiétez pas, il y a des adaptateurs pour Mocha ou Jasmine pour faire tourner du React. Et en fait, ce qui est intéressant, plutôt, c'est la partie test utile de React qui vous permet, en gros, de manipuler des composants dans un environnement de texte, notamment générer des événements à appliquer sur des composants pour voir comment le composant va réagir. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Un rapide mot sur l'écosystème React. Donc c'est un écosystème qui fourmille en ce moment. React est très à la mode, et du coup il y a beaucoup de choses qui sortent autour de React. Donc, notamment, on a le React Router, ça c'est le projet de base qui est juste génial. Donc c'est un routeur qui marche très bien, enfin qui est plutôt bien foutu. Ensuite, si vous voulez faire du Flux, alors Flux c'est la façon de faire des applications JavaScript avec React à la manière Facebook. Donc il y en a des dizaines d'implémentations qui existent, donc à vous de regarder laquelle vous préférez. Moi j'ai une petite préférence pour Redux, mais c'est vraiment du goût personnel, donc n'hésitez pas à aller voir par vous-même. Autre chose, on voit ici plusieurs React quelque chose. En fait, React, dernièrement, ils ont en fait, dans la dernière version, ils ont séparé React Core, donc, qui est tout le modèle de programmation React, et React DOM, qui permet de rendre des composants React dans un environnement de type DOM. Puisque finalement, React, le modèle de programmation est très adapté pour faire des IHM de manière générale. Et du coup, il y a des gens, typiquement Flipboard, qui ont créé React Canvas. Donc c'est comment faire des composants React, mais qui se rendent dans un canvas, donc qui dessinent très rapidement. Il y a React Art qui permet de faire des composants orientés dessin. Il y a React Native, donc je vais en parler un tout petit peu plus tard. Sinon, il y a d'autres trucs. Il y a React Motion qui permet de gérer des animations en React. Il y a d'autres trucs un peu plus techniques et des intégrations de frameworks CSS, etc., etc. Et si vous voulez vous lancer, le truc que j'ai à vous recommander, moi, c'est d'aller sur Awesome React. C'est un petit projet GitHub qui maintient une liste de librairies, tutoriels, articles sur à propos de React. Et du coup, c'est un bon point de départ si vous voulez vous lancer dans React. Donc, un petit mot à propos de React Native. Donc, il y a eu 2 présentations ce matin à propos de React Native. Donc, c'est quoi React Native? C'est un truc qui vient de la constatation de Facebook que faire des applications natives sur mobile, c'est dur. Ils ont eu des petits problèmes avec ça. Et du coup, ils ont créé une version de React qui permet de fabriquer des applications natives sans faire de l'application hybride. Donc, c'est-à-dire que c'est des applications qui ne tournent pas dans une WebView, c'est des applications qui scriptent les composants natifs du système en JavaScript et en utilisant le modèle de programmation de React. Et c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Je vous conseille vraiment, enfin, si vous faites du mobile, de jeter un œil là-dessus. Ça marche pour iOS et Android, et c'est un projet qui est absolument génial. Donc maintenant, on va coder un petit peu. Alors ça, c'est fort dommage, c'est-à-dire que j'ai pas le réseau. Si, j'ai le réseau. Donc ce qu'on va faire, alors, est-ce que dans la salle, il y en a qui ont déjà entendu parler de Reddit? Ouais. Donc alors, juste pour ceux qui ne sont pas familiers, Reddit, c'est quoi? On va voir ça comme une sorte de forum dans lequel il y a des catégories. Par exemple, ici, c'est la catégorie Pictures. Et donc, les gens peuvent poster des images. Il va y avoir des commentaires sur les images. Et les gens vont pouvoir voter pour chaque image. Alors, il n'y a pas que des images, hein, il y a des articles, ce qu'on veut, des liens, bref. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de coder un petit composant, une petite application React qui va lire un subreddit en particulier. Donc finalement, l'application est simple. On a la gestion des articles qu'on a déjà lus. On va regarder donc quelle est l'image et quels sont les votes en up et en down. Donc OK pour tout le monde? Vous l'avez bien en tête, l'application? On va coder ça. Donc déjà, je vais commencer. Je vais créer. Alors, voilà. Donc je vais créer un composant qui va s'appeler Reddit et c'est ça que je vais utiliser. Donc ce truc-là, il va reprendre ce bout de HTML. Hop. Et puis, on va mettre Reddit ici. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on sait qu'on veut lire un subreddit en particulier. Donc ça, c'est une propriété de mon composant Reddit. Donc, on va donner des propriétés par défaut. On va dire que le subreddit par défaut qu'on va lire, c'est funny. Donc c'est des images drôles, en espérant qu'on n'ait rien de malencontreux. Donc, on va juste vérifier que tout fonctionne. Si vous voyez des coquilles pendant que je tape, vous hurlez. Hein.
je ne vois pas tout forcément. Donc ok, on va lire le subreddit funny. Donc la première chose qu'on va faire, c'est la barre en haut de l'application qui marque le nombre de stories qu'on a à lire. Donc ce truc-là, on va l'appeler top bar, par exemple. Et donc ce top bar, bah, finalement, qu'est-ce qu'il va avoir? Donc je le mets ici. Et donc ce top bar, bah, il va contenir quoi? Alors on va mettre quelques divs. Et donc, on va mettre un truc genre you have this.props.unread stories. Donc ça veut dire qu'il va nous falloir une propriété par défaut qui va être à 0. Donc, pas de problème pour ça, c'est prévu. Donc voilà, je sauvegarde. Donc là, c'est pas très beau, mais on va juste tester si ça marche. Dans ma top bar ici, si je mets un unread qui est égal à 999, on va vérifier que ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rajouter un peu de style à tout ça, parce que c'est pas très joli comme ça. Donc en fait, j'ai un objet ici styles avec plein de choses pour que mon application soit un peu jolie, du moins pas trop moche. Et donc ici, je vais prendre styles.top. Donc ça, voilà, ça me sépare la barre et je vais rajouter ici, c'est unread pour un peu décaler ce truc-là. Voilà, comme ça. Donc voilà, j'ai mon premier composant qui est prêt à fonctionner. On n'aura plus qu'à l'alimenter en nombre de unread. Oui? Ah non, c'est moi qui définis, tu vois, là c'est une classe CSS complète avec tous les... Enfin, c'est un équivalent CSS et derrière, lui, il va fabriquer un style inline, en fait, qu'il va mettre dans le HTML. Donc là, c'est vraiment du CSS, il faut juste voir, tu vois, tous les tirés, tu mets un camel case à la place, et puis ça marche comme ça. On peut mettre des classes, hein. On n'est pas obligé de passer par là, c'est juste que là, d'un point de vue encapsulation du style dans le composant, c'est plus logique, mais on n'est pas obligé de faire ça. Et il y a plein de frameworks qui font des trucs vachement malins avec ça, qui extraient ces objets-là pour en faire une CSS, enfin, il y a plein de trucs un peu bien pour ça. Donc maintenant, on va coder la sidebar à côté. Donc, on va lui donner un peu de style déjà. Hop. Mais non, c'est pas sidebar, je suis désolé. C'est le bottom, c'est le bas de mon application. Ça, c'est pour avoir une flexbox qui est un peu bien foutue. Et donc, on va faire un composant qui s'appelle sidebar. Donc, ce composant, on va... Je l'ai mis où, ce truc? N'importe quoi, excusez-moi, je débloque complètement. Vous m'avez perturbé avec vos questions. Là, donc voilà, on va mettre notre sidebar ici. Donc, on va définir notre composant. Et notre composant, donc ça va être une div avec un style qui est égal à ça. Et pour l'instant, on va juste mettre sidebar dedans pour voir si ça fonctionne. Donc on a bien notre sidebar qui apparaît ici. Donc maintenant, cette sidebar, il va falloir lui mettre, l'alimenter et lui donner des articles, finalement, des stories. Donc ça veut dire que mon application Reddit, il va falloir que je commence à lui donner un state. Donc dans mon state, je vais avoir des histoires, donc ça va être un tableau. Je vais avoir des histoires lues, alors ça va être un tableau d'ID d'histoires que j'ai déjà lues, et je vais avoir l'histoire courante qui est sélectionnée, qui par défaut est à nul. Donc OK pour ça. Maintenant, il va falloir que j'aille chercher sur Reddit ces histoires-là. Donc là, je vais utiliser le cycle de vie de mon composant, et je vais dire à chaque fois qu'il est monté dans le DOM, je vais aller chercher un subreddit. Donc ça, c'est des fonctions que j'ai déjà préparées pour ne pas avoir les codées parce que ce n'est pas très intéressant. Donc ça me renvoie une promesse. Et dans cette promesse, je vais faire le boulot qu'il y a à faire. Donc je vais avoir besoin de connaître la première histoire de la liste pour l'afficher aussitôt. Donc là, je prends la première. Et alors, chez Reddit, ils ont tout mis dans des champs data. Donc il faut juste s'en rappeler. Et donc je fais un setState. Donc déjà, je mets mes histoires. Ensuite, le selected, ça va être le premier. Et puis le read, on va le changer. Et on va lire là automatiquement la première. Donc ça va être first.id. Et ça,
excusez-moi, ça devrait fonctionner. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à afficher ces trucs-là dans notre sidebar. Donc pour faire ça, on va aller sur des stories, sur les propriétés du truc. Donc il va falloir qu'on les passe. Donc sur ma sidebar ici, je vais mettre stories est égal à setState, non, state.stories. Hop. Donc dans mon composant, maintenant, j'ai plus qu'à faire un appel de map sur mes histoires. Donc vous vous rappelez, j'ai cette histoire de data, là, donc je l'élimine tout de suite. Hop. Et ici, je vais avoir besoin d'un nouveau composant. Donc on va appeler StoryCell, par exemple. On va lui passer l'histoire courante. OK. Donc ce composant StoryCell, on va lui mettre une petite div. Et là, j'ai un truc qui va me calculer le style automatiquement parce qu'il y a plusieurs choses à valider. Et donc ce qu'on va faire dans un premier temps, on va juste afficher le titre. Donc, espérons que ça fonctionne. Ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Est-ce que quelqu'un a vu la coquille? Non, si ça fonctionne, c'est juste que le réseau est très lent. Donc voilà, j'ai les titres de mes histoires, donc c'est cool. Mais il va falloir qu'on file un peu plus de... En fait, le compute cell style, il a besoin de pas mal d'informations pour fonctionner. Donc on va l'aider un peu. On va lui passer, entre autres, le selected, pour savoir quelle est l'histoire courante. On va lui passer le read. Et puis, on va passer la même chose aux sous-histoires, enfin au story cell. Super. Hop. Donc on va avoir besoin du read. Et ça, c'est sur les props. Sauf que, en fait, mon compute cell style, il n'a pas besoin du read, mais il a besoin du unread. Donc ce qu'on va juste faire, on va vérifier que dans nos histoires lues, on n'a pas l'ID de l'histoire courante. Donc ça ne devrait pas être mal. Donc je sauvegarde. On va voir ce que ça donne. Voilà, on a déjà un style un peu mieux. Maintenant, on va juste rajouter une miniature. Alors ici, je vais juste faire un truc pour que ça ne soit pas aussi près du bord. 5 pixels, ça ne devrait pas être mal. Vous aussi, vous avez le compas dans l'œil, je suis sûr, pour les trucs. Donc je rajoute mon image ici. Hop, 60. Et la source qui va être égale à this.props.story.thumbnail. Donc on vérifie comment ça fonctionne. Et voilà, on a bien nos images qui sont là. Par contre, je ne peux pas les sélectionner. Donc ça, c'est pas très compliqué. Il faut juste qu'on rajoute ici une fonction, donc select, qui prend en paramètre l'histoire sélectionnée. Et on va juste muter l'état pour que selected soit bien mis à jour et qu'on va changer juste le read. Donc on prend toutes les anciennes valeurs de read et on rajoute selected.id. Ça, c'est ES6 qui permet de faire ça. Donc ensuite, on n'a plus qu'à passer cette fonction à nos composants en dessous. Oups. Et dans notre composant en haut, on va juste englober ça dans une autre fonction, donc on va l'appeler select également, qui va en gros s'auto-sélectionner. Et ce qu'on va faire, on va juste rajouter un handler onClick qui est égal à this.select. Et donc si je sauvegarde, allez le réseau. Si vous pouviez arrêter de regarder des vidéos sur YouTube, ça m'arrangerait pas mal. Là, j'ai peut-être fait une coquille. Quelqu'un a vu une coquille ou pas? On va aller vérifier. Pas de coquille ici. Je me suis peut-être planté
Ah, c'est bien ça le problème, c'est que j'ai plus Internet. Ce qui n'est pas génial pour un peu d'utilisation. Et donc voilà, je peux sélectionner mes histoires sans trop de problèmes. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est le viewer. Donc le viewer, on va le coder ici. Donc le viewer, pareil, une div avec un peu de style. Donc ce viewer, on va l'utiliser ici, on va le mettre là. Et puis on va lui donner une story. C'est la story qui a été sélectionnée dans le state. Voilà. Donc il faut juste se rappeler une chose, c'est que cette story, elle est nulle au départ. Donc ça veut dire que si la props est égale à nulle, on va juste éviter de se vautrer comme des... Voilà, vous m'avez compris. Hop. Et sinon, on va afficher, alors déjà, les votes. Story.ups. Et pareil pour les downs. Et puis, on va avoir besoin d'une image. Donc, cette image, alors c'est là qu'il faut connaître un peu le modèle de Reddit. Donc, c'est dans une preview, on a des images, on prend la première et c'est la source. Et ouais, pas mal, hein. Donc ici, on a du style à calculer. Donc là, j'ai une petite méthode pour faire ça. Et puis, on a besoin de la source de l'image qui est égale donc, à source.url. Et normalement, ça devrait fonctionner. Donc voilà, on a notre application qui fonctionne. Il nous manque un dernier truc, c'est le nombre de unread ici qui ne change pas. Donc pour ça, encore une fois, pas très compliqué. Compute unread this.state. Et normalement, youhou, j'ai mon application qui fonctionne. Voilà pour la partie live coding. Un dernier truc, merci. Un dernier truc que je voulais vous montrer. Ici, on a un petit composant avec une horloge graphique qui est un peu jolie. C'était juste pour vous montrer qu'un nœud SVG dans du HTML, c'est un nœud comme un autre, il a juste un namespace en plus. Et donc React n'a aucun problème à faire du SVG, à gérer tout ce que le SVG sait gérer. Et du coup, ça, c'est plutôt sympa. On peut vraiment faire des trucs très jolis, typiquement des charts, des choses comme ça. Ça se fait très bien. Donc, j'arrive sur la fin de ma présentation. J'espère que ça vous a plu. React, je trouve ça absolument génial. J'espère que je vous ai convaincu que c'est génial. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous lancer là-dedans. Ça serait bien de pouvoir travailler sur du React d'ici quelques années un peu partout. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pas de questions? Ouais. Alors, les web components, c'est vraiment une philosophie complètement différente. C'est orienté HTML, alors que React, c'est vraiment orienté JavaScript. Et si tu regardes un petit peu l'actualité des web components, c'est pas top. Finalement, ce qui a l'air de vraiment subsister des web components, c'est juste les custom elements, qui sont pour le coup bien. Mais après, tout ce qui est import, Mozilla, ils ont dit on arrête. Le Shadow DOM, ils ont dit aussi c'est pas génial. Donc, et moi, j'aurais plus tendance à partir en effet sur un truc orienté JavaScript, qui pour le coup est bien plus adapté à faire du logiciel. Si tu veux, avec les web components, ton assemblage il se fait dans le HTML, quoi. Si tu veux, tu peux pas processer le truc à l'avance ou autre, alors que là tu peux faire un vrai build, tu peux faire des tests, tu peux faire de l'intégration continue. Moi, c'est plutôt ma vision des choses. Pourtant, j'aime beaucoup les web components, mais je me rends compte qu'il y a des choses qui ciblent pas exactement les besoins qu'on a. D'autres questions ?
Alors moi, c'est pas forcément sur les perfs, parce que Angular, dans sa version 2, est plutôt très rapide. Et puis après, il y a des cas d'utilisation. En fait, Angular, si l'objet de votre modèle, c'est toujours le même, c'est la même référence dans la VM, il va aller beaucoup plus vite à redessiner. Donc il y a des optimes, il y a des choses comme ça. Après, React est, on va dire, rapide par défaut, mais c'est pas toujours le cas. Il y a un overhead à faire le diff. Donc des fois, c'est moins rapide que ce qu'on pourrait faire en JavaScript Vanilla. Mais de manière générale, il va être sur des gros assemblages de composants, il va être vraiment mieux foutu. Et là, typiquement, quand on fait du gros assemblage de composants, en Angular, on commence à faire des directives. En Angular 1, c'était horrible. En Angular 2, je viens de voir la présentation, c'est pas forcément mieux. Donc voilà, c'est plus. Franchement, React, la performance, c'est juste un bonus, quoi. Ce qui est intéressant, c'est vraiment le modèle de programmation. Et enfin, moi, je le trouve très adapté pour faire de l'UI et moi, je le trouve top. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, on n'a plus de temps. Donc, merci pour votre attention. J'espère que ça vous a plu.